Je passe. Là, je les prends. Donc, hop, ça doit être sur celui-là. Est-ce que... Hop. Excellent. Est-ce que c'est bon ou Yes, pas? c'est bon. C'est Oui, bon? c'est bon. C'est bon. Bien, parfait. Bon, alors, bonjour à tous. Donc, en effet, aujourd'hui, on va intervenir sur le sujet qui prospecter avec quel message. Pour ceux qui avaient pu assister au premier volet, là, du coup, on est plutôt sur une phase aval, donc en préparation à ce qu'on avait expliqué la dernière fois, parce qu'on avait eu pas mal de questions dans les questionnaires sur ces sujets. Donc, du coup, on avait voulu faire un point un petit peu plus poussé sur la thématique. Donc, pour vous expliquer en 2 mots qui nous sommes avec Marine, donc toutes les deux, on a des profils commerciaux, un profil, et on conseille et accompagne nos clients dans leur développement commercial. Donc, on n'intervient que sur du B2B et notre but, du coup, c'est de les aider à se développer. Donc, on intervient soit plutôt sur du conseil, donc de la direction commerciale externalisée, soit sur un volet vraiment commercial opérationnel avec des commerciaux qui interviennent sur votre prospection, votre fidélisation pour vous aider à grossir. Donc, comme expliqué par Stéphanie, du coup, posez vos questions via le chat, comme ça on pourra y répondre à la fin et pouvoir essayer de revenir sur toutes les thématiques. Hop. Donc, en termes de sujet, donc pour vous réexpliquer le cheminement, donc qui prospecter avec quel message. Donc, la partie quel message qui est en effet importante, on va traiter dans un premier temps la proposition de valeur. Ensuite, pourquoi analyser et regarder ce qui se passe autour de vous. Ensuite, on va revenir sur le qui, donc identification des cibles et création de la base. Et enfin, finir avec le script, donc quel message, comment essayer de l'organiser pour que vous puissiez être les plus efficaces possibles. Donc, sachant que, bien entendu, ce sont des clés qu'on essaye de vous donner. Derrière, il faudra que chacun puisse se l'approprier en fonction de son business, de sa vision, de ce qu'il souhaite faire, de son entreprise et avec qui est-ce qu'il souhaite travailler. Hop. Attendez, pardon. Non. Voilà, il ne veut plus, c'est bon. Donc, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Donc, tout ça pour vous dire que la phase de préparation est extrêmement importante. Donc, On le redit, on l'avait déjà dit l'autre fois, mais on insiste fortement sur ce point. Parce que c'est souvent un des points vraiment qui pêche et qui pose problème par la suite, c'est qu'on a tous envie d'avancer. Donc, on se fait aspirer par l'opérationnel, le concret, et sauf que parfois, le manque de préparation fait que derrière, toute l'énergie qu'on met dans le concret, finalement, ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Donc, c'est pour ça, en effet, qu'on réinsiste sur le côté préparation, sachant qu'il faut, bien entendu, maintenir son effort de prospection, que le but du jeu, c'est de démarrer, mais surtout de continuer et d'être persévérant. C'est un vrai métier de persévérance, sachant qu'en général, la prospection commence à payer entre 1 mois et demi et 3 mois après le début des efforts. C'est vraiment sur du long terme et il faut maintenir ses efforts sans se décourager puisque les résultats vont venir, mais ça prend du temps. Sachant que la prospection, comme on vous le disait, il faut qu'elle soit organisée, structurée, dynamique pour que ça fonctionne. Et dites-vous que seulement la moitié des commerciaux vont au-delà du premier contact et dans 80% des cas, il faut faire 4 à 5 relances pour obtenir une réponse. Donc, dites-vous que vraiment, la persévérance est la clé et qu'il faut être résistant à l'effort. Et si une personne ne vous a pas répondu au bout d'un mail, ça ne signifie pas nécessairement que vous ne travaillerez jamais avec. Donc, gardez cela en tête et gardez cette motivation éternelle, même s'il y a des jours où c'est plus difficile, mais essayez vraiment de garder le cap. Donc, on rentre dans la proposition de valeur. Donc, je ne vous passe pas la vidéo parce qu'à distance, c'est un peu compliqué et ça ne fonctionne pas toujours aussi bien que ce qu'on voudrait. Mais je vous invite à aller voir cette vidéo pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, vous l'avez peut-être déjà vue, n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat. C'est une vidéo de Simon Sinek sur la proposition de valeur, justement, où il prend l'exemple d'Apple. Donc, un exemple qui nous parle tous, qu'on ait un iPhone ou un Mac ou pas, on voit ce qu'est Apple. Et du coup, il nous explique à chaque fois que tout le monde sait ce qu'il fait, donc le quoi. Beaucoup savent comment. Et ensuite, très peu savent pourquoi. Et la proposition de valeur, c'est ça, c'est revenir au pourquoi
est-ce que vous avez créé cette entreprise? Pourquoi est-ce que vous voulez proposer ce service, ce produit? Donc, le but vraiment d'une proposition de valeur, c'est de représenter l'ensemble des bénéfices que vous allez offrir à votre cible. Donc, concrètement, c'est la raison principale pour laquelle vos clients font appel à vos services. C'est la raison d'être de votre entreprise qui doit être alignée derrière avec la vision, avec ce que vous souhaitez en faire. Donc, dites-vous que ça comprend 3 éléments essentiels. Les problèmes que votre produit ou votre service résout, les bénéfices que votre produit, une fois de plus, apporte, et enfin, les arguments qui montrent que vous faites différemment de ce qui existe déjà sur le marché. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on commence par la proposition de valeur? C'est qu'il est très important pour définir votre message de savoir concrètement ce que vous voulez vendre, pourquoi, quand, comment. Typiquement, si vous prenez en agroalimentaire, vous connaissez tous un certain marque de yaourt. Pourtant, elles ont un positionnement différent, elles ont un langage différent, elles n'ont pas la même vision, elles n'ont pas été créées avec ce même pourquoi, avec cette même envie derrière. Et c'est ça qui les différencie et qui fait qu'il y a X marques qui peuvent vivre ensemble aujourd'hui. Donc, dites-vous que travailler sur votre proposition de valeur, c'est vraiment l'étape 1 avant de plonger dans du plus concret. Mais c'est vraiment la prise de recul de vous dire pourquoi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça apporte. Donc, veille et analyse de la concurrence. On en avait également parlé la dernière fois rapidement. Mais pour rappel, quel est l'intérêt? Tout simplement, vos prospects à vous savent ce qu'il se passe sur le marché. En général, tout le monde étudie et c'est d'autant plus facile aujourd'hui avec des accès Google, réseaux sociaux, etc., avec une communication qui est beaucoup plus fluide. C'est très facile d'avoir les informations sur ce que font les autres. Donc, dites-vous que pour vous, étudier la concurrence, que ce soit direct ou indirect, ça vous permet de mieux vous positionner et de mieux définir votre message. Donc, quand vous réfléchissez au message que vous voulez faire passer, il faut vous dire en quoi est-ce que vous êtes différent des autres. Et si vous ne connaissez pas les autres, vous n'arriverez jamais à appuyer sur les vrais points qui font votre différence. Donc, dites-vous que ça vous permet, cette veille concurrentielle, d'une, d'innover, bien entendu, de deux, d'anticiper les opportunités, des évolutions à venir, et de 3, de mettre également en évidence des menaces potentielles. Donc, typiquement, quand vous travaillez, vous êtes G7 ou autre dans des taxis, c'est intéressant de voir l'évolution de l'ubérisation du monde avec des structures telles Uber et d'autres qui sont venues, où finalement, eux, ça leur permet aussi de mettre en place un message un peu différent, ça leur permet d'innover, ça leur permet de lancer leur appli pour réserver en ligne, bref, ça leur permet de s'adapter. Donc, dites-vous que derrière, la veille, elle doit rester vraiment permanente et c'est quelque chose où mettez-vous un rappel tous les X mois de vous dire qu'est-ce qu'il se passe sur mon marché et que font les entreprises autour de moi. Parce que ça peut vous permettre de vous rendre compte que vous vous démarquez sur un point, mais vous n'insistez pas assez dessus, ou au contraire, il vous manque peut-être quelque chose que tous les autres font. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'insister là-dessus? Et ensuite, donc là, on a échangé sur quel message, donc la proposition de valeur et derrière toute l'analyse de ce qui se passe tout autour de vous. Et désormais, on passe au qui, donc dans qui prospecter, avec l'identification des cibles. Et je vous passe la main à Marine. Merci. Du coup, on voulait, l'autre fois, on n'en avait pas parlé de manière aussi précise. Et là, dans notre thématique d'adresser qui contacter, ça nous semblait important de dédier toute une partie à l'identification des cibles. Donc, c'est important d'identifier les personnes que vous allez contacter parce que c'est ce qui vous permettra ensuite d'être efficace quand très concrètement, vous devrez créer votre base de données. Ça permet aussi d'éviter de se disperser dans des cibles qui ne correspondent pas à notre business ou à ce qu'on souhaite atteindre. Dans ce côté identification des cibles, on va dire qu'il y a 2 axes principaux. Il y a quel type d'entreprise je souhaite contacter et il y a qui contacter au sein de ces entreprises. Donc du coup, on traitera les 2 volets. Je ne sais pas si vous travaillez, enfin si vous avez déjà un historique au sein de votre business, mais en tout cas, de ne pas hésiter à l'utiliser parce que Mélanie, tu es allée trop vite sur le passage de la slide.
Je ne sais pas si vous avez déjà un historique, mais c'est important de bien identifier et de vous en servir parce que du coup, c'est toujours plus facile d'aller sur un secteur connu. Si vous travaillez dans le secteur de l'informatique et que vous travaillez avec Dell et qu'ensuite vous allez voir HP, bah, ça sera toujours plus facile de dire «Hey, je travaille avec Dell». Donc, a priori, on a certainement raison d'essayer de travailler ensemble. Ça, c'était ce qu'on abordera dans la suite. Je voulais remettre quelque chose au clair, c'était d'utiliser votre réseau pour demander des recommandations. On n'y pense pas toujours, mais c'est une vraie valeur, que ce soit dans votre entourage, des clients, des prospects, des amis. Le bouche à oreille est très efficace et ça sera un bon axe de développement pour commencer, même si bien sûr, ça sera pas suffisant. Donc, de ne pas hésiter à parler de ce que vous faites une fois que vous avez bien identifié votre proposition de valeur et à pouvoir en parler à vos amis, vos collègues, leurs amis, etc., pour que les gens puissent venir vers vous et étudier des possibilités de travail ensemble. Tu peux changer du coup. C'est parti. Super. Je voulais vous parler du principe de Pareto. Donc ce principe, c'est très général, mais en fait, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui a été constaté où on se dit qu'en fait, 80 des effets représentent enfin, sont le produit de 20 des causes. Donc très concrètement, ça veut dire que les 20 de vos efforts représenteront 80 de vos revenus. Donc du coup, c'est ultra important d'identifier ces 20 de cibles prioritaires parce que c'est ces 20 de cibles prioritaires qui, d'après le principe de Pareto, vont pouvoir vous rapporter les 80 de revenus. Donc, c'est pour ça que aussi l'identification des cibles, c'est très important. L'idée, c'est d'être efficace, de maximiser vos actions et de travailler les comptes qui sont les plus pertinents pour vous. Encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment très important. Si vous avez de la donnée qui est disponible, ne pas hésiter à l'utiliser pour identifier vos meilleures cibles. Si par exemple, vous vous rendez compte que le panier moyen d'une entreprise dans l'informatique est très élevé, bah, est-ce que ça veut dire que d'autres entreprises dans l'informatique auront ce même type de panier moyen avec votre produit? Est-ce que le cycle de vente est très court sur un domaine en particulier? Bah, est-ce que vous pouvez le dupliquer auprès d'autres entreprises dans ce même domaine? Le but, c'est vraiment de gagner en efficacité. N'hésitez pas à commenter dans le chat si vous avez des questions, si ça vous paraît pas clair, mais on trouvait que c'était une bonne introduction de vous parler de ce principe parce que vraiment le but, c'est d'identifier les 20 de cibles qui vous répartiront la majorité de vos revenus. L'important, c'est en effet d'essayer d'éviter de se disperser et de se dire que finalement, ça va être une partie de vos efforts qui vont ramener le maximum de revenus derrière. Donc, plus vous avez travaillé là-dessus au départ, plus finalement, vous serez aussi récompensé de vos efforts et du temps que vous y aurez passé. Dans un deuxième, enfin, dans l'identification des cibles, la première question, c'est donc qui contacter, quel type d'entreprise? Donc le but, c'est d'identifier le portrait robot, on va dire ça comme ça, de votre entreprise idéale. Quel est ce type d'entreprise? Dans quel secteur? Dans quel secteur de domaine, dans quelle industrie, on va dire? Sur quel territoire? Quelle est sa taille? Son chiffre d'affaires? Son nombre de collaborateurs? Toutes les informations qui vous intéressent. Par exemple, vous ciblez les restaurants. Dans cette période post-coronavirus, si vous ciblez que les restaurants sur un secteur très restreint, comme l'Île-de-France, bah, ça va être très difficile. Mais du coup, bah, plus vous mettrez de petits critères, bah, plus vous pourrez identifier de cibles potentielles qui vous aideront à savoir le type d'entreprise que vous souhaitez prospecter. Si vous ciblez les restaurants en France, bah, comme il y a des restaurants qui ont commencé à rouvrir depuis le début de semaine, bah, a priori, ça sera toujours une situation difficile, mais peut-être un peu moins difficile que si vous ciblez qu'en Île-de-France. Également, si vous ciblez et des restaurants et des boulangeries qui font de la vente à emporter, bon, bah, la situation elle est toujours difficile parce que c'est une situation difficile pour tous, mais en tout cas, ça vous donne plus de possibilités de développement.
Donc, quand vous choisissez votre type d'entreprise, enfin votre produit plutôt ou votre service correspond à un type d'entreprise et que vous devez les contacter, vous pouvez regarder plusieurs éléments en fonction de vos moyens, en fonction de vos besoins, pardon. Est-ce que vous avez un cycle de vente court? Est-ce que vous avez un cycle de vente long? Et dans ce cas-là, de regarder les comptes avec qui vous avez déjà travaillé qui peuvent correspondre à ces données. C'est des données assez précises. Ça dépendra beaucoup de ce que vous avez déjà, de votre côté, mais c'est extrêmement important de partir de l'existant parce que si l'existant a fonctionné, ça veut dire qu'a priori, il est potentiellement possible de le dupliquer. Et plus vous pourrez le dupliquer, et plus vous gagnerez en efficacité à ce niveau-là. Et en L'exemple des restaurants, pardon. ça a coupé, désolée. Ouais. L'exemple des restaurants, c'était pour vous montrer que c'est important de travailler avec plusieurs typologies d'entreprises. Si vous faites je ne sais pas, si vous êtes dans le tourisme et que vous travaillez uniquement avec les compagnies aériennes, bon bah là c'est extrêmement compliqué, c'est difficile. Si pour une raison X ou Y, votre produit s'adresse et à des compagnies aériennes et à des banques, bah, au moins ça vous permet de continuer à avancer dans votre prospection et de sécuriser votre chiffre d'affaires. Tu avais quelque chose à rajouter du coup? Oui, non, c'était dans la continuité. Juste dire qu'en effet, se diversifier, ça permet de limiter les risques et c'est pour ça qu'au départ aussi les entreprises se sont développées, sont parties de France pour aussi aller à l'international et se dire il y a des pays qui fonctionnent mieux, il y a des villes qui fonctionnent mieux, etc. Donc la diversification vous permet de limiter le risque. Si ce n'est pas possible de vous diversifier, puisque peut-être que vous adressez qu'à une niche, donc un petit secteur, une industrie très spécifique, un type d'entreprise qui a X collaborateurs, qui est dans telle région, et que du coup, c'est que ça votre cible. C'est juste vous, ayez bien en tête que vous travaillez avec une niche, avec une cible qui est assez fermée, et que du coup, ça comporte un risque. Donc, ayez en tête que peut-être il vous faut un autre produit pour essayer de limiter ce risque ou un autre fonctionnement. Tout est possible, mais l'important, c'est surtout d'avoir en tête que diversification égale plus de stabilité. Si ce n'est pas possible, il faut penser à d'autres solutions pour éviter d'être coincé à un moment. Maintenant qu'on a parlé du type d'entreprise, on va parler de qui contacter, mais le côté interlocuteur. Au sein d'une entreprise, vous avez plein d'interlocuteurs. Une entreprise elle-même, c'est une TPE avec peu de collaborateurs, une PME, une ETI, un grand compte. Donc voilà, au sein de chacun de ces structures, vous avez des interlocuteurs qui peuvent vous intéresser ou non. Et ça dépendra beaucoup de votre produit. Donc du coup, ce qu'on voulait faire, c'était de vous montrer différents exemples et du coup, pour vous montrer que c'est pas parce que une entreprise qui propose un produit différent du vôtre, ça ne veut pas dire que vous aurez le même interlocuteur au final. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez une application de gestion de RH pour les entretiens de fin d'année, etc., votre cible, ça sera peut-être les RH. En effet, mais peut-être que selon votre fonctionnement, vous choisirez de contacter d'abord les opérationnels parce que c'est eux qui vont pouvoir pousser le produit auprès des décideurs, pardon, qui, eux, prendront la décision de l'outil à acheter. Si vous faites du conseil en management, vous allez peut-être vouloir contacter les managers qui gèrent une équipe de plus de 10 personnes, par exemple. Si vous faites du développement international, vous irez peut-être plutôt vers la direction commerciale pour savoir comment ça se passe dans les filiales à l'étranger. Vous avez posé dans les questions, il y avait pas mal de questions sur le côté comment savoir quel est mon bon interlocuteur? C'est une réponse très vaste qui passera par l'étude de votre proposition de valeur et l'étude de votre concurrence comme expliqué par Mélanie et surtout, c'est pas parce que sur une cible en particulier, sur votre produit, ça sera certainement différent d'un autre produit pour une autre cible. Donc c'est vraiment difficile d'apporter une réponse à vos besoins spécifiques, on va dire, mais du coup, il faut garder en tête que chaque interlocuteur
peut être important et que vous pourrez, en fonction de votre produit, vous dire que vous allez vers la communication, la formation, le commercial, le RH, le juridique, et cetera. Et côté fonction, vous pourrez aller vers les responsables, les managers, les opérationnels, les assistants, en fonction de la personne à qui vous souhaitez adresser votre produit. En marketing, on pourrait parler de buyer persona. On voulait vous en parler rapidement parce que, du coup, c'est quand même une notion importante. Mais du coup, c'est plutôt, côté marketing ou au moins un travail conjoint, marketing, commercial pour les identifier, qui vous permettra d'identifier des personnes, types, qui sont complètement, virtuelles, on va dire, pour, savoir, quel, type d'interlocuteur, adressé, dans votre message, enfin, dans votre produit plutôt. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, Mélanie? Ça te paraît Oui, non, je pense après, n'hésitez pas en effet sur les questions, on y reviendra après. Mais en effet, définir quelle est la personne que vous ciblez et juste avoir en tête que parfois, la personne que vous ciblez, vous êtes forcé de rentrer par tel niveau dans l'entreprise, mais vous savez que ce ne sera pas la personne décisionnaire. Mais à chaque fois, vous êtes forcé de passer par l'opérationnel avant de monter au décisionnaire. C'est une possibilité. C'est juste à vous de vérifier, tester, savoir à qui vous voulez vous adresser comment pour avoir quel résultat. Mais et le but, c'est en effet de ne pas perdre du temps. Si vous vous rendez compte que la personne, à chaque fois, le profil type que vous essayez de contacter, ça ne fonctionne pas et que vous n'avez pas les retours souhaités, ça veut peut-être dire qu'il faut que vous changiez de cible pour derrière essayer de maximiser vos chances finalement d'aboutir. et la dernière chose dont on voulait vous parler dans cette identification des cibles, c'était ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, d'achat et en fait, ces signaux faibles, ça correspond à des actions, que, vos clients, ont pu, mettre en œuvre, au moment de leur décision d'achat. En gros, pourquoi à ce moment, votre client a décidé que ce sujet d'application RH, de développement international, d'implantation d'une filiale à l'étranger, qu'est-ce qui a fait que ce sujet est devenu pertinent à ce moment? C'est, une notion que vous pouvez, qui est totalement personnelle à votre entreprise. Ça pourrait être par exemple, vous êtes, une start-up, dans le recrutement, bah, ça peut être intéressant de suivre, tout ce qui est, offre d'emploi, sur, les sites de recrutement. Parce que du coup, ça voudra dire que si vous offrez des services de recrutement et que vous êtes face à une entreprise qui a un besoin en recrutement, bah, il y a peut-être, de l'intérêt, pour votre produit et ça peut peut-être être un moyen d'entrer en contact de manière un peu différente. Pour, une entreprise, dans la restauration, peut-être qu'utiliser le site La Fourchette, pour, découvrir de nouveaux endroits, ça peut être un plus. Parce que ça vous permettra, d'identifier, de nouvelles cibles, en fonction de votre besoin. Hem, ce qu'il faut L'idée- garder en tête que Non, vas-y. ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est des indicateurs qui sont, centrés sur votre, prospect et que ça reste un signal, qui peut, ne pas fonctionner avec tout le monde. Mais le but, c'est de mettre un peu en place un suivi via plusieurs outils, enfin via plusieurs, signaux, on va dire, pour, permettre, d'étendre, enfin vos manières, d'identifier des cibles différentes. L'idée, c'est juste de se dire que les signaux faibles, c'est vraiment une information en termes de timing où typiquement, si vous aidez à chaque fois les restaurants à se nettoyer avant leur ouverture, en effet, ça vaut peut-être le coup de regarder sur La Fourchette, sur TripAdvisor, sur des sites qui référencent des nouvelles sorties dans tel ou tel lieu. Le but, c'est juste de vous aider en termes de timing à tomber au bon moment et que du coup, votre solution, elle soit parfaite. Et si vous voulez, c'est le même principe en marketing que les pop-up que vous recevez où vous êtes allé voir une table sur Google et ensuite Ikea vous envoie un petit pop-up sur votre Facebook avec des tables Ikea.
c'est un peu la même idée, c'est de se dire, repérons des mouvements qui permettent de se dire, ah bah, nous, notre solution, elle tombe pile poil au bon moment. Et comme ça vous permet déjà de passer les premières étapes, à savoir, est-ce que vous êtes dans le bon timing, est-ce qu'il y a un intérêt pour votre sujet. Vous avez déjà gagné du temps et du coup, derrière, forcément, vous avancez beaucoup plus vite et vous pouvez conclure aussi beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Parfait. Du coup, on passe maintenant à l'organisation plus concrète de votre création de base. Là, à ce stade, vous avez défini votre proposition de valeur, sollicité votre réseau pour les recommandations, identifié vos cibles. Donc, vous savez quel type d'entreprise vous allez contacter et quelles personnes au sein de ces entreprises, en essayant de limiter les risques si cela est possible. Et maintenant, vous allez pouvoir passer à la création de la base. Donc là, à l'issue de ce travail, notre appli RH, on sait qu'on veut contacter les responsables RH dans les PME, en gros, dans les PME qui sont situées en France avec des structures supérieures à 100 personnes. Si Mélanie, là je reprends son exemple du nettoyage des restaurants avant l'ouverture, bah, du coup, là vous savez que votre scope géographique c'est Paris et que vous voulez travailler uniquement avec des nouveaux restaurants qui viennent d'ouvrir et qui n'appartiennent pas à des chaînes. Tous les critères que vous avez pu définir, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bons ou de mauvais, ou de mauvais critères, ça dépend vraiment, vous, de votre produit et de votre proposition de valeur. Côté organisation, nous, ce qu'on conseille, c'est quand même de diviser son temps entre la création de base et le côté appel. On en avait déjà parlé, mais c'est juste que côté création de base, c'est un peu laborieux quelquefois, parce que du coup, il faut chercher les informations en fonction de ce que vous avez, et puis surtout d'avoir un nombre de contacts minimum, c'est pas mal parce que ça vous permet d'affiner votre discours au fur et à mesure des appels. Côté organisation pratique, ça dépend de ce que vous souhaitez. Nous, on conseille soit un format Excel, soit un CRM. On pense vraiment que l'organisation est clé à ce niveau-là. On vous conseille d'intégrer les informations types, nom, prénom de la personne, le nom de l'entreprise bien sûr, l'email de la personne, sa fonction, son téléphone. Et en fait, le but, c'est ensuite que ce format soit personnalisé à votre domaine. Donc là, par exemple, pour l'exemple du nettoyage des restaurants, bah, ce serait peut-être la date d'ouverture, ce serait peut-être le lieu géographique, parce qu'il faut que vous puissiez faire un itinéraire pour les gens qui travaillent pour nettoyer les restaurants et organiser les choses au mieux. Je vais faire un petit point côté données et je ne sais pas si vous le savez, mais du coup, envoyer des emails avec des adresses fausses, ça a un impact sur la qualité de votre comment dire? De votre référencement comme spammeur ou non, on va dire. Et du coup, quand vous contactez des prospects via votre adresse internet, de bien s'assurer que vous avez le bon mail. Bon, je vous montrerai des outils après pour s'assurer que vous avez le bon mail, mais du coup, de bien s'assurer que vous avez le bon mail pour que vous ayez un meilleur taux de délivrabilité de vos mails et que vous soyez sûr que le message atterrisse dans la boîte de réception de votre prospect et non pas dans ces spams qui ne sont pas toujours consultés. Ça, c'était important de faire un point dessus. C'est pas toujours quelque chose qui est connu et c'est quelque chose qui a un vrai impact pour vous ensuite. Côté utilisation de CRM, je ne sais pas si vous en connaissez, si vous en utilisez déjà. N'hésitez pas à nous dire. Nous, on utilise HubSpot. C'est très simple à prendre en main, c'est directement en ligne. Il y a une version gratuite. Pipedrive a une version gratuite. Zoho, on a une également. Donc, du coup, vous avez un large panel. Et le côté CRM, ça vous permettra de garder toutes les informations de votre base de données et également de pouvoir vous remettre des tâches au fur et à mesure pour les relances. Donc c'est toujours un plus et une facilité pour le suivi.
Et c'est aussi vous dire quand vous utilisez un CRM que votre but c'est de faire grossir votre structure, donc que là vous soyez 3, 10 ou 20, peu importe, mais souvent les entreprises grandissent et donc plus vous conservez l'historique des prospects, l'historique des clients, tout ce que vous avez déjà fait, plus ça signifie que derrière les personnes elles seront efficaces et surtout elles ne referont pas un travail que vous avez déjà fait. Vous, votre but, c'est de vous dire, vous avez passé du temps à chaque fois sur un sujet, faut qu'il soit consigné, qu'il soit écrit pour qu'il reste et que ça ne disparaisse pas. Parce que même si aujourd'hui, les personnes qui travaillent dessus, ça leur paraît évident et elles ont tout en tête, le jour où il y aura un mouvement, c'est toujours plus compliqué d'avoir toute l'information et de la passer si elle n'est pas écrite. Donc dites-vous que même si là, ça peut sembler prendre du temps de consigner un certain nombre d'informations, derrière, c'est quand même votre meilleur moyen de pouvoir développer la structure correctement et la faire grandir en étant appuyé sur d'autres personnes et pas seulement sur vous. Ça nous semblait important de vous donner des outils et de vous détailler quelques outils. C'est quand même un passage clé dans le qui prospecter, parce que identifier qu'on doit prospecter Marine Houllier ou Mélanie Blandin sur LinkedIn, c'est bien, mais savoir comment contacter Marine Houllier ou Mélanie Blandin, c'est encore mieux. Et du coup, on vous a mis une petite liste d'outils que nous, on utilise régulièrement. Il y a plein de possibilités. Vous pourrez peut-être pas les utiliser tous, peut-être que vous les aimerez pas tous, vous en découvrirez d'autres. Le but, en tout cas, c'est de voir ce qui correspond le mieux à vos besoins. Certains auront peut-être besoin de trouver que des emails. Dans ce cas-là, nous, on peut vous conseiller Scrap. C'est une petite extension Chrome qui vous permet de récupérer des mails uniquement avec une belle version gratuite. Je crois que c'est 150 mails par mois, donc c'est vraiment pas mal. Vous allez sur LinkedIn, vous cliquez sur l'extension et en gros, vous aurez le mail de Mélanie Blandin ou de Marie Doulier. Donc voilà, c'est quand même déjà plus personnalisé qu'une approche LinkedIn. Pour les numéros de téléphone, nous, on utilise Lusha et Casper, qui fonctionnent bien. Vous avez des petites versions gratuites. Je crois que c'est 5 numéros sur Lusha et 5 ou 6 sur Casper. Ça doit être à peu près la même chose. Mais pareil, ça donne quelques informations si vous en avez besoin. Hunter, c'est pour les mails également. Nous, on utilise aussi Live Valley pour trouver des mails et aussi ça vous offre une possibilité de traquer les documents que vous envoyez. Donc comme ça, vous savez ce que votre prospect a regardé, ce qui l'a intéressé, etc. Donc ça peut être pas mal en fonction de votre produit. Pareil, il y a une petite version gratuite. Ouh, il y a eu un petit écho. Quoi d'autre? Drop Contact, c'est pour tout le côté quand vous avez identifié votre cible et vous commencez à constituer votre base, ça vous permet de la compléter et de la nettoyer, donc pour avoir quelque chose de propre ensuite à utiliser. Je vous parlais tout à l'heure de la vérification des mails pour s'assurer que les adresses sont correctes et que vous tombez bien, que votre adresse n'est pas considérée comme étant une adresse spam. Du coup, vous pouvez utiliser Mail Tester et Zero Bounce. Comme ça, vous vérifiez que les mails sont corrects. Donc ça, c'est vraiment des outils de base que nous, on utilise régulièrement. Encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin de tous les outils, ça dépend. Nous, on vous conseille de les tester. Peut-être que vous en préférez plutôt l'un que l'autre. Moi, j'aime bien Scrap, par exemple. Je trouve que c'est hyper pratique et Lusha pour les téléphones. On a aussi des choses, des outils payants. Je pense que tout le monde connaît Sales Navigator. Ça permet d'étendre son niveau de relation. Ça permet de faire des emails. Les emails, c'est beaucoup utilisé en prospection. Donc, du coup, il faut peser le pour et le contre. Mais en tout cas, ça vous permet d'étendre votre réseau, de vous faire des listes de prospection. Donc, ça peut être pas mal une fois que vous avez bien identifié votre cible, que vous savez votre secteur, le territoire, la taille de l'entreprise, le nombre de collaborateurs. Vous pouvez rentrer tout ça dans les feeds LinkedIn Sales Navigator. Donc, ça peut être un bon moyen de trouver des gens à contacter. Nomination, c'est un outil payant avec un plus gros budget. Ça vous donne beaucoup de lignes directes. C'est plutôt sur une cible grand compte. Donc, ça dépend encore une fois de votre cible. Si vous ciblez uniquement des TPE, des PME, vous n'avez pas forcément besoin de ce type d'outil. Nomination, ça sera pas la meilleure alternative. Donc, il y a beaucoup d'outils. Ça dépend de ce que vous souhaitez en faire. Je voulais dire quelque chose d'autre à ce sujet-là et ça m'est sorti de la tête. Du coup, je reprends, ça va C'est assez perturbant. Ouais, vas-y.
Du coup, juste un petit rappel sur les sites, également, notamment quand c'est des entreprises de petite taille sur Google, sur les sites, vous trouvez déjà beaucoup d'informations. Et dites-vous qu'en général, il y a souvent des numéros de téléphone et des mails dans les mentions légales des sites. Donc, c'est aussi un moyen de retrouver un certain nombre d'infos, les mentions légales. Et là, globalement, tous les outils qui ont été présentés par Marine, le but à chaque fois, c'est de se dire quelle tâche me prend combien de temps et quelle est ma valeur ajoutée en tant qu'humain. Si je passe 1 heure à trouver un mail, ça vaut peut-être le coup d'avoir un outil qui m'aide à le trouver très rapidement. Votre but, c'est comment gagner du temps pour que votre création de base elle soit rapide. Et on avait eu des questions sur des achats de base. Voilà, c'est ça dont je voulais parler, donc bravo. Et du coup, avec les achats de base, alors c'est une possibilité, bien entendu. Nous, on le fait très peu souvent, tout simplement parce que souvent, on trouve que les bases ne sont pas assez propres, pas assez à jour. Parce que le problème, c'est que les gens changent, les postes tournent, donc avoir une base à jour, c'est difficile. Donc voilà, on n'est pas toujours en phase avec la qualité par rapport au prix de l'investissement. Donc, il faut peser le pour et le contre à chaque fois, mais bien vérifier que la base, elle est à jour et que vous ayez les infos que vous souhaitez avoir dessus. RGPD oblige, il y a peu de bases que vous pouvez acheter avec des téléphones portables, avec des lignes directes. Donc, si c'est juste pour récupérer un mail, est-ce que vraiment vous avez besoin de payer une base? À chaque fois, posez-vous la question de combien de temps vous allez y passer par rapport à ce que vous récoltez en face. Mais derrière, en effet, il y a plein d'outils qui existent sur le sujet. Le but, c'est juste de gagner du temps et d'être le plus opérationnel le plus rapidement possible. Et sinon, Google donne beaucoup d'infos. Donc, je vous conseille de taper guillemets, prénom, plus nom, plus entreprise, guillemets. Et pour certaines choses, vous trouverez, ça fera ressortir la recherche et vous retrouverez le mail que vous cherchez et que vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas forcément trouvé. N'hésitez pas une fois de plus sur la question. On ne les voit pas vu que je partage mon écran. Donc Si, alors attends, moi j'en avais une. Il y avait des gens qui parlaient de HubSpot. Oui, exactement, la possibilité de relance. En effet, c'est très efficace. Le côté tâche. On conseille aussi d'utiliser tout ce qui est volet transaction. C'est hyper pratique pour structurer son cycle de vente. Il y a pas mal d'intégrations mail. Alors nous, on n'a pas Outlook, on utilise Gmail. Ça s'intègre très bien sur Gmail. Donc du coup, pour Outlook, il faudra voir avec eux. Ils ont un service support très, très efficace. Mais Outlook s'intègre aussi parce qu'on a des clients sur Outlook et où, du coup, j'ai fait l'intégration, donc ça fonctionne. Quelqu'un dit que ça marche bien sur Outlook, donc du coup, il y a les deux options. Et Junior nous demandait si on avait des outils pour l'automatisation de mail. Et il a testé Lemlist, Mailjet et Sendingblue. Est-ce qu'on en a d'autres? Nous, on utilise beaucoup HubSpot. Il y a des séquences pour la séquençage, ouais. Voilà, donc du coup, nous, on fait nos séquences, on automatise sur HubSpot. Moi, je t'avais utilisé Datananas. Oui, Datananas, en effet. Là, c'était quoi? Sendinblue, Mailjet? Mailjet et Lemlist. Ok, il y a Mailchimp aussi, où du coup, c'est basique, mais ça fonctionne bien aussi. Et une Datananas qui est pas mal dans mon souvenir. Marine, tu confirmes? Oui, mais c'est plus pour l'aspect, ça dépend. Enfin, faudra en reparler, Junior, si vous pouvez préciser. Est-ce que vous souhaitez faire de l'automatisation marketing ou de l'automatisation prospection? Parce que du coup, ça sera tous les outils. Mailchimp, c'est plus pour de l'automatisation marketing. Voilà, prospection, du coup, je suis pas sûre que tout soit adapté. Nous, on utilise pour le côté prospection, pour le coup, on utilise HubSpot. Datananas, c'était moitié prospection, moitié marketing. Après, c'est des outils qu'il faut tester parce que je trouve que l'ergonomie, ça dépend beaucoup de l'habitude, de ce qu'on peut faire, de comment on veut utiliser l'outil. Donc, c'est à tester en tout cas. Mais nous, HubSpot, ça fonctionne très bien pour le coup et vous avez beaucoup de possibilités de personnalisation de séquences, de les interrompre, etc. Donc, c'est facile. Ouais. Ça marche. Je te laisse reprendre la main sur le côté script. On est bon sur les questions du coup, vu que j'ai accès à cette info. Junior nous remercie. Très bien, et je pense que c'était bon. C'était bon. En CRM, on avait parlé, Augustin parlait de celle-ci, qui est français, que nous, on n'utilise pas, mais en effet, qui existe. Ouais, après, moi celle-ci, petit bémol sur celle-ci qui, pour moi, fonctionne bien sur l'aspect facturation, que je trouve un peu moins performant sur du suivi prospect pur. Il fonctionne très bien, je trouve, celle-ci en suivi client, un peu moins bien en suivi prospect.
Après, c'est une opinion et c'est sur de la masse aussi. Donc, plus il y en a, plus ça complexifie. Quand vous avez quelques clients, quelques prospects, du coup, ça marche en effet. Et il y avait Franck qui demandait si HubSpot, la version payante, était chère. Ce à quoi Junior répond un bras. Je pense que vous avez plusieurs niveaux de version. Je pense que vous avez plusieurs niveaux de version. Nous-mêmes, on a des clients qui utilisent la version gratuite. Ça dépend combien vous voulez de cycles de vente différents notamment. Donc, je pense que la version gratuite est assez complète pour le coup, sur le côté suivi, pas forcément sur le côté mailing du coup. Ouais. Et en effet, les versions payantes, il y a X niveaux de versions payantes. Et il y a plusieurs, parce qu'il y a des versions qui sont justement très marketing, donc plutôt sur l'automatisation. Il y a des versions qui sont très sales. Nous, on a plutôt une version sales, mais assez complète. Donc, regardez, parce qu'il y a vraiment X niveau de prix pour le coup. Après, oui, ça a un coût, mais c'est pas le plus cher. Et l'avantage versus d'autres, c'est que vous n'avez pas besoin d'intégrateur versus un Salesforce. Vous pouvez tout gérer de A à Z tout seul. Donc, c'est quand même un avantage indéniable. Après, Marine, elle a beaucoup travaillé sur Zoho, moi plutôt sur Pipedrive. Et les deux fonctionnent bien aussi. Je préfère HubSpot parmi ces trois-là, mais derrière, c'est des questions plus d'ergonomie que de fonctionnalité. Et du coup, Franck précise qu'il parlait pour l'automatisation de mail, côté coût de HubSpot. Donc, du coup, je crois qu'il y a quand même différents niveaux. Oui, tout à fait. Il y a un HubSpot marketing avec différents niveaux en fonction du nombre de mails, etc. Et du nombre de personnes aussi qui l'utilisent. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Pour le coup, ça vaut le coup dans tous les cas d'échanger et ils vous feront aussi une démo. Parce que vérifiez bien avant d'investir sur quelque outil que ce soit que ça correspond bien derrière à votre besoin effectif. Parce que si vous pensez pouvoir faire telle ou telle chose, la démo au moins permet quand même de vérifier que ça fonctionnera bien et que ce sera facile d'usage pour vous. Voilà, je te laisse reprendre. Je reprends ma main. Du coup, on voulait finir donc, sur la préparation du script, l'argumentaire, donc ce qui correspond auquel message. Pareil, pour ceux qui étaient là la dernière fois, certains faits se recoupent, ce sera une révision. Le but étant pour vous d'avoir toujours cette base rassurante, votre script avec les infos, avec les objections, etc. Le but, c'est que vous ne soyez jamais coincé. On a déjà eu le cas, nous, de clients qui finalement se rendaient compte qu'en rendez-vous avec des prospects, parfois, ils pouvaient soit se faire coincer, soit pas forcément réussir à gérer comme ils l'auraient voulu. Et en fait, plus c'est préparé avant, plus vos idées sont claires, plus vous déroulez le fil et normalement, ça vous permet quand même d'avancer plus efficacement et de vous sentir aussi un peu plus solide. Donc, la première partie, c'est la phrase d'accroche, bien entendu, il faut commencer. Donc là, alors il n'y a pas une seule phrase type pour toute votre prospection, mais le but, c'est d'essayer d'avoir des phrases qui vont vous aider à démarrer, notamment si la prospection, pour vous, c'est toujours un peu compliqué, il faut s'y mettre. Là, quand vous avez quelques exemples, ça vous aide. Ce qu'on conseille, Marine avait parlé des références tout à l'heure, ce qu'on appelle la preuve sociale dans le jargon commercial. Donc, dites-vous que si vous pouvez utiliser des preuves sociales, ça aide toujours à rentrer en contact. Typiquement, si vous dites à EasyJet, je vous contacte parce que je travaille avec Air France sur telle problématique et j'imagine que potentiellement c'est également une problématique que vous partagez. Pour eux, c'est hyper rassurant de se dire que vous connaissez leur univers, leur secteur et que vous pourrez vous adapter. Donc, côté client, ça change vraiment la donne d'avoir des références, d'avoir une preuve sociale que oui, on connaît un peu l'univers. Et derrière, notre conseil, ce sera toujours un conseil d'être empathique, d'être dans une écoute active, de se concentrer et d'essayer de faire parler votre interlocuteur. Et du coup, votre phrase d'accroche, elle doit aller un peu dans ce sens-là, à savoir, intéressez-vous sincèrement à la personne. Donc, c'est dire, pour un commerçant, par exemple, on citait la fourchette tout à l'heure, j'ai vu votre restaurant sur la fourchette qui est extrêmement bien noté. Nous-mêmes, on travaille avec beaucoup de restaurants dans votre quartier, donc je voulais échanger quelques instants avec vous pour comprendre si vous avez les mêmes enjeux qu'eux et si on peut également vous aider sur ces mêmes enjeux. Donc, dites-vous que preuve sociale, ça peut vous aider et derrière, intéressez-vous vraiment à la personne, montrez que vous avez regardé potentiellement ce qu'ils font, que si la personne a un profil LinkedIn, vous avez vu qu'elle avait fait tel post en référence à votre sujet. Essayez de personnaliser tout en jaugeant, bien entendu, le temps que ça vous prend de personnaliser versus le retour escompté. Mais essayez d'avoir une phrase d'accroche un peu sympa qui donne aussi envie de vous lire et qui ne sonne pas
prospection commerciale de manière excessive. Et sachant que au téléphone, nous, dans les millions de techniques commerciales qui existent, il y a la technique des 3 oui, qui consiste en fait à poser des questions fermées qui vont amener des oui au départ. Typiquement, vous êtes bien monsieur Untel, oui, de la société Untel, oui, en charge de tel département, oui. Et là, vous avez vos 3 oui, et ensuite, vous passez plutôt sur des questions ouvertes. Donc, du coup, ça permet de mettre tout le monde dans une dynamique positive avec des réponses positives et ensuite de passer plutôt sur des questions ouvertes qui vont amener des réponses et qui ne pourront pas amener de oui ou de non. Parce que le problème des questions fermées, c'est que vous coupez court assez rapidement à la discussion. Donc, pour continuer, donc, une fois que vous avez vos accroches, derrière, vous avez une phase de découverte des besoins. Donc, c'est principalement des questions. Vous questionnez finalement la personne en face pour essayer d'avoir le plus d'infos possible qui vont derrière vous permettre finalement de lui prouver que votre solution elle est parfaite par rapport à ses problèmes. Mais tant que vous n'avez pas fait parler la personne, votre solution elle est peut-être juste pas adaptée, ça ne sert à rien de lui faire perdre du temps et vous-même de perdre votre temps. Votre temps est précieux en tant que commercial et le temps est précieux en face en tant qu'acheteur. Donc dites-vous que le but c'est d'être efficace pour tout le monde. Donc, la découverte des besoins, donc, c'est un mélange de questions ouvertes pour faire parler le client et vous pouvez avoir quelques questions fermées. Les questions fermées, leur but principalement, ça va être de s'assurer que la personne elle a bien compris. Ça va être d'insister sur un point précis pour faire prendre conscience à votre interlocuteur de la problématique. Et ça va être aussi pour obtenir une réponse claire. C'est une question de contrôle pour vérifier soit que vous êtes bien compris, soit que le message est clair, juste pour pouvoir acter de oui ou non sur tel sujet. Et pour le reste des questions ouvertes, la dernière fois, on avait parlé du BANT, notamment dans nos appels, qui est une méthode, donc budget, autorité, besoin, timing, pour essayer de contrôler et de structurer et éviter derrière de prendre des rendez-vous qui finalement ne fonctionneront pas pour vous. Une méthode qu'on peut vous proposer pour la découverte des besoins, c'est la méthode des 7 questions, donc QQO, QCP, très joliment dit, mais dites-vous que c'est une méthode assez simple, c'est qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Donc tout simplement, le but, une fois que vous avez toutes ces questions, c'est vous derrière de vous faire des questions un peu plus poussées que juste quoi, mais vous dire que c'est des bases de questionnement qui vont ensuite vous permettre de récupérer un maximum d'infos et bien entendu d'être derrière le plus exhaustif possible. Parce que si vous, par exemple, vous aurez peut-être que 3 questions qui vont vraiment vous intéresser, ce sera juste qui, quoi et comment, et les autres sont peut-être un peu moins pertinentes, mais plus vous avez d'informations sur ces questions-là, plus vous avez fait parler votre interlocuteur, plus derrière, vous avez juste à dire ça tombe bien, vous avez dit ça, nous, c'est exactement ce qu'on propose. Et vous avez dit également que vous aviez telle problématique. Nous, c'est le problème qu'on a réglé pour un autre client également le mois dernier. Et là, finalement, votre preuve, elle sera beaucoup plus facile à partir du moment où vous aurez déjà posé les bonnes questions et compris finalement quels étaient les points, qu'ils soient positifs ou négatifs, mais quelles étaient les zones finalement de souffrance, on appelle ça commercialement parlant, mais quelles sont en effet les petites zones un peu problématiques, quelles sont les zones de souffrance, quelles sont leurs recherches, etc. Les questions vous permettent vraiment de structurer et de mieux comprendre pour proposer la meilleure proposition derrière et être sûr que vous ne travaillez pas pour rien. Je ne sais pas si tu voulais ajouter, Marine, sur le CVAC ou si on fait un point. Comme tu veux. Le CVAC, c'est une autre technique avec d'autres axes. Au final, le but, c'est toujours de récupérer le même genre d'informations. Le CVAC, c'est récupérer le contexte en posant les questions logiquement, le vécu, pour identifier les points de souffrance, les attentes, savoir ce que votre prospect attend et les contraintes, connaître ses contraintes, que ce soit le budget, le process de décision, c'est une autre technique à ce niveau-là.
je vais vous copier-coller comme j'ai fait pour première méthode, comme ça vous gardez ça en tête. Après, il y a beaucoup de méthodes pour essayer de vous accompagner dans la découverte des besoins. C'est ça. Toutes les méthodes existent et le but, voilà, je te laisse. Ça marche. Il y a beaucoup de méthodes existent et nous, on utilise en fait des méthodes différentes en fonction de notre client, de sa problématique, de qui sera la cible en face. Donc, le but, c'est que vous puissiez adapter et utiliser la méthode qui vous paraît la plus pertinente par rapport à votre cible à vous. Et l'avantage, c'est qu'une fois que vous l'aurez mis sur un papier, sur un document Word ou autre, que vous aurez votre trame, derrière, à chaque fois, la découverte des besoins, elle sera évidente et surtout, vous n'oublierez pas une question. C'est typiquement, si vous posez vos questions de avec qui est-ce que vous travaillez aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait, tout se passe bien, est-ce que vous avez d'autres projets du même genre, et que vous oubliez de demander sous quelle date il y a un même projet, finalement, il vous manque une info qui est cruciale. Donc, à partir du moment où vous avez fait votre script, même si ça vous prend un peu de temps, derrière, ça vous permet juste de toujours être hyper efficace et que chaque appel, vous puissiez vraiment en tirer le meilleur parti et que vous ne disiez jamais après l'appel « Ah bah c'est dommage, si je lui avais demandé ça, ça m'aurait nettement aidé pour faire une proposition qui soit peut-être un peu plus carrée, quoi, qui corresponde mieux. » Par contre, il est 11h26, donc je crois qu'on avait un créneau jusqu'à 11h30. Donc, juste pour qu'on puisse finir Ça marche. le On fait contenu. rapidement et comme ça, après, on passe En plus, c'est déjà un peu ce qu'on avait traité. Excusez-moi de vous interrompre. Vous pouvez durer un petit peu plus longtemps hein, si les Ah, ok, top. Okay, Super. Pas jusqu'à 14h, je vous rassure. Non, mais bon, du coup, je pense qu'on en a comme en 5-10 minutes. Je pense que Mélanie, elle a le temps de finir de couvrir le reste et comme ça, il nous reste un peu de temps pour les questions. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Super, merci. Du coup, donc j'avance rapidement et posez vos questions derrière si besoin est. Donc, vous avez vos phrases d'accroche. Vous avez la partie questionnement pour la découverte des besoins. Et en 3, c'est vos avantages concurrentiels, vos forces. Donc, quelques questions pour vous aider à répondre à ces points-là. C'est quel est le problème que vous essayez de résoudre? Qu'est-ce qui rend votre solution unique? Et quels résultats concrets, mesurables peut-on attendre de votre solution? Et là, n'oubliez pas de prendre en compte, bien entendu, votre pourquoi, ce qu'on a évoqué lors de la proposition de valeur, parce que c'est ça vraiment qui fera la différence par rapport à d'autres structures qui proposent peut-être des services proches des vôtres. Ensuite, la préparation des objections. Donc, pareillement, vous avez besoin d'avoir quand même un petit tableau avec les objections récurrentes et derrière, comment les traiter. L'avantage des objections, c'est que ce sont souvent les mêmes. Typiquement, j'ai déjà un fournisseur. C'est trop cher. Voilà, c'est trop cher, j'ai pas le temps, etc. Le but, c'est juste pour vous de vous faire un petit tableau avec les objections et en face, avoir 1, 2, 3 réponses par objection, qui soient des réponses argumentées, bien entendu, et qui vous permettent derrière d'être le plus efficace possible. Sachant que, dites-vous, que l'intérêt à chaque fois, quand vous avez une objection, c'est de justement l'accueillir, essayer de toujours la reformuler pour vérifier que vous avez bien compris, derrière y répondre, et ensuite en numéro 4, toujours vérifier que la réponse a bien été comprise, que l'objection est bien levée. Dites-vous que si vous ignorez une question, entre guillemets, vous ignorez un problème et que vous passez à la suite, votre prospect, lui, il ne va jamais l'ignorer. Donc, globalement, vous ne pourrez pas finalement aller jusqu'au bout et conclure la vente parce que vous n'aurez pas traité les objections. Donc, on avait aussi des questions sur le closing. Et là, pour le coup, ce n'était pas le sujet du jour, mais sûrement d'une prochaine fois. Dites-vous que sur le closing, si vous avez du mal à conclure, il peut y avoir plein de motifs. Mais souvent, une des problématiques qu'on rencontre dans les équipes, c'est justement le mauvais traitement des objections. Donc, est-ce que vous avez eu l'impression de traiter toutes les objections, d'y répondre et que la personne adhérait en face à votre réponse? Si tel n'est pas le cas, ça peut être un des gros points qui fait que finalement, vous n'arrivez pas à conclure la vente. Et hop, ensuite, rapidement, ça saute, pardon. C'est le call to action. Donc, dites-vous que ce soit à chaque fois un appel, un mail, peu importe, mais il faut toujours finir par quelle est la prochaine étape. Dites-vous qu'en tant que commercial, vendeur, vous avez votre produit, c'est vous aussi qui mettez un rythme. Et donc, derrière, votre rythme doit avancer, sinon forcément pour vous, c'est compliqué. Donc, dites-vous que chaque appel, chaque mail doit se conclure par quelle est la prochaine étape.
Donc, ça peut être, j'ai bien compris que vous aviez une réunion sous 2 semaines avec vos collègues, je me permettrai de vous rappeler ensuite pour faire le bilan. Ou j'ai bien noté que ce n'était pas un sujet aujourd'hui, mais qu'on en reparlerait à la rentrée en septembre, je me note de vous recontacter à ce moment-là. C'est toujours essayer de bien remettre en place finalement qui fait quoi à quel moment. Et vous, ça vous permet de mettre en place une dynamique qui fait derrière d'une que vous savez ce que vous devez faire quand, donc c'est quand même mieux, et de deux, la personne en face, votre prospect, il voit aussi que vous êtes carré, vous êtes organisé et que vous allez suivre le dossier et aller jusqu'au bout de la chose. Donc pareil, pour des fois des soucis de closing, ça peut être aussi justement des problèmes un peu de rythme dans le cycle de vente et des problèmes derrière de suivi avec des call to action qui ne sont pas assez clairs et du coup un prospect de l'autre côté qui passe à un autre sujet et un commercial peut-être qui ne va pas assez relancer, qui ne va pas jusqu'au bout et qui finalement se dit si le prospect a besoin, il me rappellera. Pas de bol, en général, ça n'arrive pas. Les prospects ne rappellent pas tout seuls. Donc, dites-vous que c'est à vous de maintenir le lien, le rythme et de faire en sorte que vous ayez une réponse, que ce soit oui ou non, pourquoi. Oui, c'est mieux, mais non et pourquoi, enfin non, peut-être, ça vous permet d'avancer, mais dites-vous qu'il faut arriver à une réponse et faire avancer les choses. Donc voilà, et nous arrivons à la fin, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc, comme la dernière fois, on voulait proposer avec Marine à ceux qui souhaitent un peu aller plus loin d'échanger en one-to-one avec nous. Donc, c'est ce qu'on fait habituellement pour nos clients où on fait des audits si besoin est. Et donc là, on voulait vous proposer un diagnostic commercial express pour ceux qui le souhaitent. Donc, on vous envoie un petit questionnaire rapide à remplir et derrière, on échange pendant 30 minutes sur cette base pour essayer de trouver les meilleures solutions et voir comment les mettre en place. Donc, on l'a fait avec quelques-uns qui avaient participé la dernière fois. Donc, merci à eux pour les échanges constructifs et j'espère qu'ils ont déjà pu mettre quelques actions en place. Voilà, et nous passons aux questions. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour voir les questions. Merci à vous. Il y avait une question de Anan. Pour la prospection par email, quel conseil donnez-vous pour l'objet du mail? Anan pense que c'est également important pour éviter que le message soit supprimé. Et en effet, Anan, c'est très vrai. Moi, de mon côté, je conseillerais un objet plutôt court, d'éviter toute notion de promotion, prix, gratuité qui peuvent vous mettre, vous couper l'herbe sur le pied et envoyer votre mail dans les spams. Et après, c'est d'essayer de donner à votre interlocuteur l'envie d'ouvrir votre mail. C'est un vrai sujet et ça dépend également de votre produit. Nous, on aime bien le côté discutons, le côté ouverture, pour essayer de créer du dialogue plutôt et de se positionner comme un conseiller où on veut échanger, apprendre à se connaître avant de vendre toute chose. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de vous positionner à chaque fois comme un conseiller, un ambassadeur de la marque, de l'entreprise que vous représentez et de vous dire que votre but, c'est vraiment de conseiller, donc de comprendre en face leurs besoins et de leur proposer une solution adaptée. Donc, il faut que votre objet, même si ce n'est pas simple, il faut que votre objet reflète ça. Donc, en effet, comme dit Marie, nous, on utilise souvent des échangeons, point d'interrogation, discutons, etc. Ça peut être aussi vous repérer dans les mails que vous recevez quel objet vous donne envie de l'ouvrir. C'est aussi essayer de comprendre finalement ce qui vous motiverait et regarder derrière ce qui correspond à l'image de votre produit également. Si vous êtes une start-up, vous pouvez avoir un discours qui est un peu plus cool et vous pouvez mettre des emojis. Si vous vous adressez à la fonction publique et aux hôpitaux, ça ne va pas leur parler et ils n'ouvriront jamais votre mail. Donc, c'est essayer d'adapter aussi l'objet derrière, bien entendu, à votre site. Tu vois les questions du coup maintenant? Il y a Issaoui qui a posé une question sur le positionnement du social selling dans la prospection. Alors, en effet, donc le social selling qui revient à vendre grâce aux réseaux sociaux en très, très résumé. Mais l'idée, c'est en effet de se positionner comme expert et rebondir sur des sujets qui font partie de votre domaine d'expertise, vous-même écrire sur ces sujets et être actif sur les réseaux. Donc, bien entendu, c'est une possibilité et qui fonctionne, mais selon, comme tout le reste de ce qu'on a expliqué, selon les business, selon votre cible, etc.
Donc, dans l'absolu, oui. Et ceux pour qui c'est la bonne cible, ça fonctionne même très, très bien. Si, par exemple, votre cible, ce sont les plombiers, je ne suis pas sûre que le social selling, ce soit vraiment le meilleur moyen. Donc, dans l'absolu, oui, ça marche bien. Derrière, à vérifier que ça corresponde bien et à votre produit et à votre cible. Et nous, on fait du B2B. Le B2C, je ne sais pas ce que vous faites à Issaoui, mais dans la liste de questions, enfin dans la liste des questions de préparation du webinaire, il y avait des gens qui faisaient du B2C. Clairement, ce n'est pas la même chose si vous faites du B2C ou du B2B. Mais du coup, le B2C n'est pas notre sujet aujourd'hui. Est-ce que ça répond à la question? Et est-ce qu'il y en avait d'autres, Marine? Parce que du coup, moi, j'en vois plein. J'en vois pas. Non, pour moi, on a tout traité et on avait traité les questions. On n'a pas reparlé du côté mail versus appel. Côté prospection, c'était ressorti dans les questions. Vas-y, Marine. Non, là, on avait fait. Nous, on pense que parler aux gens, c'est quand même une bonne chose. Après, encore une fois, et vous allez nous trouver redondantes, mais ça dépend de la cible et du message. Les cibles sont pas toujours faciles à contacter, donc de garder en tête que ce qu'on a dit s'applique et à l'écrit et à l'oral. Même si à l'écrit, il faut important d'être toujours un peu plus percutant parce que les gens consacrent peu de temps à la lecture de leur mail et n'ont pas forcément le temps de lire des paragraphes entiers, donc d'essayer d'être le plus percutant possible pour être efficace. Les mails les plus lus, en mail de prospection, les mails les plus lus, les taux d'ouverture, pour le coup, ce sont des mails de moins de 10 lignes. Donc, dites-vous, plus votre mail il est long, globalement, moins il sera lu. Et la question, quel timing idéal pour mail appel? Alors, je ne suis pas sûre de tout à fait comprendre, mais en gros, mail et appel, comme dit Marine, c'est le complément des deux qui fait que bien souvent, ça fonctionne et c'est une alliance des deux outils. Et quel est le timing? Une fois de plus, ça dépend de votre cible et ça dépend de l'urgence de la vente, ça dépend de ce que vous vendez, etc. Donc, il n'y a pas de timing idéal. Après, typiquement, quand on crée des séquences, donc de l'automatisation, on va décider qu'on envoie le mail numéro 1 à telle date. Par exemple, on estime que 3 jours après, on envoie le mail de relance numéro 2, que encore 3 jours après, on fait un premier appel. Mais c'est cette notion de 3 jours, derrière, elle dépend de vous, ce que vous souhaitez mettre en place, de vos prospects, de votre produit, etc. Et le but, en effet, c'est de trouver le bon niveau entre ne pas laisser les prospects finalement dans la nature sans s'en occuper et inversement être trop pushy. Et là, on l'a vu d'autant plus avec la période compliquée. Nous, on a toujours prôné une forme de commercial qui soit vraiment dans le gagnant-gagnant, dans la bienveillance, dans l'empathie et avec une posture de conseiller. Là, on l'a vu aussi avec cette période un peu difficile où des commerciaux trop pushy, ça passait d'autant plus mal que certains, malheureusement, ont vécu des situations très difficiles, ont pu avoir des décès dans leur famille, dans leurs proches. Donc, c'est aussi en ce moment garder en tête que chaque contact que vous avez, être le plus empathique possible, vérifier qu'on ne dérange pas la personne, est-ce qu'elle peut échanger, est-ce qu'elle a le temps, est-ce qu'elle va bien. Donc, c'est aussi ne pas oublier que même si tout s'améliore et on en est tous très contents, ça a pu être compliqué. Donc, à garder aussi en tête dans vos échanges en termes de prospection pour que le contact soit le meilleur possible dès le début, dès les premiers instants, parce que les premiers instants marquent, bien entendu. Donc, il faut essayer de les gérer au mieux au départ. Bonjour. Bonjour. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai une question. Je voulais savoir, dans le cadre donc de votre entreprise Baby Twin, je sais que vous pouvez assister à la prospection, pardon. Je voulais savoir donc comment vous fonctionnez dans ce cadre-là si quelqu'un vient vous voir pour vous demander de faire de la prospection donc à leur compte. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme forfait et qu'est-ce qu'il y a dedans dans votre offre en fait? Alors, derrière, c'est très sur mesure parce que ça dépend aussi du besoin. On a des clients avec lesquels on n'intervient que sur de la prise de rendez-vous. On travaille avec un média engagé, par exemple, où le but, c'est de faire de la prise de rendez-vous sur des cibles plutôt grands comptes, donc grosses structures.
Donc ça va être un exemple. Et on a d'autres clients où, pour lesquels là, on s'occupe de business development, où on fait vraiment toute la gestion de A à Z, avec l'aspect au début prise de rendez-vous, mais également rendez-vous, suivi jusqu'au closing et tout le développement de la structure. Donc derrière, c'est très sur mesure et ça dépend du besoin de chacun. Donc on peut en rediscuter si vous voulez pour nous expliquer un peu plus vous, ce que vous faites et où sont justement vos zones un peu problématiques et pour qu'on intervienne sur les zones où on peut vous aider. Ok, parce que moi, je vous pose la question parce que je connais des gens qui font de la prospection, qui travaillent plutôt sur la durée de temps de prospection. Il y a des gens qui travaillent aussi sur le nombre de prospects contactés. Donc, vous faites comment Dans tous les cas, nous, on s'inscrit dans la durée. On ne fait pas de mission de moins de 3 mois. Tout simplement parce que la prospection, comme on vous l'a dit au début, ça prend du temps. C'est sûr, c'est une démarche long terme. Et surtout, le but, ce n'est pas d'harceler vos prospects en les rappelant tous les 2 jours parce qu'on a besoin d'une réponse rapide. Donc, dans tous les cas, nous, notre démarche, elle s'inscrit toujours dans le temps avec un minimum de 3 mois. Et derrière, on intervient à temps partagé. Donc, on intervient souvent 2 jours par semaine pour nos clients. On n'est jamais à temps plein. Ok, très bien, merci. Vous pourrez remettre à la fin votre mail parce que je crois que bien sûr. Stéphanie le renverra, j'imagine, dans la présentation. Ah oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a... Il est 11h41, on a un peu dépassé. Oui, tout à fait. Désolée. Pas de souci. On va du coup clôturer le webinaire. Je vous remercie à tous et à toutes de votre participation. Mélanie et Marine, évidemment, je vous remercie infiniment. Pensez à m'envoyer votre présentation. Oui, pas de souci. Donc, dès que la session est finie, je vous envoie à tous la présentation de Between ainsi que l'enregistrement et les coordonnées surtout de Mélanie et Marine. Vous pourrez échanger avec elles. Je pense à Nancy, si vous voulez quelques précisions par rapport aux prestations de Between. Et puis chacun, puisque de toute façon, c'est du sur-mesure comme Mélanie et Marine nous l'ont dit tout à l'heure. Donc, merci à vous tous. Le prochain webinaire, maintenant, c'est plus tout de suite. On va un petit peu lever le pied sur les webinaires. Ce sera le 18 juin sur la digitalisation des entreprises. Vous recevrez l'invitation prochainement. Et puis après, il y en aura encore un ou deux d'ici juillet. Et puis, il n'y aura pas de Summer Cocktail cette année, je tenais à vous le dire. On se verra en septembre. En septembre, on espère pour une rentrée réussie. On va organiser un gros événement fin septembre. On laisse un petit peu le suspense. Voilà, et puis surtout le gouvernement qui nous donne des accords. Donc merci à tous. Je vous envoie tout ça. Et puis, à très, très bientôt. Et puis, passez une bonne journée. Merci beaucoup. Moi aussi, merci Stéphanie. À bientôt. Au revoir.